Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette capsule commerciale de la CPME 31 animée par les DCF Toulouse. Nous sommes ravis de vous accompagner et de proposer aux PME de Toulouse et de la Haute-Garonne des conseils sur la fonction commerciale et pour vous accompagner dans sa transformation ou renforcer l'attractivité de ce métier. Nous allons commencer justement tout d'abord par vous présenter qui sont les DCF Toulouse et je laisse la parole à Jean-François Lascou, président des DCF 31. Alors merci Emmanuel, les DCF c'est 75 associations en France, 2500 membres et une existence depuis 91 ans. Donc nos trois missions, tu l'as un peu abordé dans ton introduction, la première c'est de renforcer la fonction commerciale dans les écoles, donc c'est d'aller voir les jeunes et leur donner envie d'embrasser les carrières commerciales parce qu'on en manque cruellement et c'est nos talents de demain. Le deuxième grand sujet c'est valoriser la fonction commerciale au sein de l'entreprise, c'est de faire en sorte que les commerciaux qui sont au début de la chaîne de valeur de l'entreprise soient valorisés de la bonne manière. Et puis ensuite c'est travailler sur l'accompagnement au développement de la fonction, qu'est-ce que la fonction va devenir au milieu de la digitalisation et de l'évolution de la fonction même. Et là-dessus, on a un outil qui s'appelle le DCF Lab qui nous permet de travailler sur la prospective. Voilà, l'idée de cette capsule avec la CPME, c'était de donner à nos membres de l'information sur la partie commerciale. Donc j'espère que vous allez en profiter. On va partager du contenu, des expériences et de l'information. J'espère que tout ça vous sera utile pour développer vos propres entreprises. Régalez-vous bien. Merci beaucoup Jean-François, j'espère que cette présentation a été très claire pour tout le monde. Cette émission que vous allez avoir durant toute l'année, nous allons essayer de faire une émission par mois pour avoir un rendez-vous récurrent, va se découper en plusieurs parties. La première partie c'est une émission d'abord avec une météo commerciale pour connaître un petit peu les chiffres de la fonction commerciale dans votre quotidien, aussi bien au niveau national que international. Une deuxième partie avec le dossier du mois, nous pourrons régulièrement avoir des invités qui viendront nous parler du commerce et de leurs fonctions ou des évolutions et aussi du management commercial. Et la troisième, ce sont des bonnes nouvelles, des informations et des agendas autour des actualités DCF. Alors, commençons sans plus tarder avec la météo commerciale. Alors pour ce premier point de météo commerciale, nous allons parler de l'impact du confinement sur le commerce international. Une étude faite par la Banque de France récemment. La pandémie a forcément bousculé en tout cas les importations et les exportations dans de nombreux pays du monde, notamment avec la mise en place de tous ces confinements en 2020. Ces restrictions ont forcément un peu faussé l'économie de chaque côté et ont bousculé pas mal les codes de distribution. Donc une étude de la Banque de France est sortie en mars récemment, 2022, sur ce sujet, où on constate que le confinement mis en place dans les pays importateurs et exportateurs ont réduit forcément drastiquement le commerce bilatéral de manière significative. Nous estimons qu'en moyenne, le commerce bilatéral de chaque secteur chute d'environ 10% lorsqu'un exportateur est soumis à un confinement et d'environ 21% pour un confinement strict de l'importateur. Donc les restrictions, on le voit, ont pesé plus fortement sur la demande que sur la capacité des entreprises à produire et à exporter. Nous pourrons poursuivre en tout cas ces études et regarder de plus près ces chiffres qui vont forcément bouger sur 2021 et 2022 avec l'ouverture de nombreuses frontières, les déconfinements de certains pays et bien évidemment aussi les politiques plus locales et de recentralisation en tout cas sur certains pays de certaines entreprises. Ces chiffres-là seront certainement amenés à bouger. Le deuxième point que nous abordons aujourd'hui est sur le commerce de détail, notamment pour le mois de décembre 2020 et pour l'année 2021-2022. Sur l'ensemble de l'année 2021, les ventes de commerce de détail sont en progression de 4% par rapport à l'année de l'ensemble de 2020, ce qui nous paraît à peu près logique, qui avait été quand même une année fortement affectée par les mesures de confinement. Mais elles n'ont toutefois pas encore complètement retrouvé leur niveau de pré-crise de 2019, avec moins 1% en dessous de son niveau. Si on focus et qu'on regarde un peu plus précisément, on voit que le mois de décembre a été un très bon mois pour les commerces de détail qui a progressé de plus de 2,2% par rapport à novembre, et en particulier grâce à l'équipement automobile,
la parfumerie et l'hygiène, plus 6%, et le bricolage. On le sait tous, le confinement a donné envie, en tout cas aux Français, de bricoler et de s'occuper un peu de leur cocon familial. Alors c'est légèrement en dessous de niveau d'avant-crise, mais par rapport à 2019, mais c'est quand même une très bonne progression. Sur l'ensemble du 4e trimestre 2021, par contre, les offres de commerce de détail reculent modérément sur la globalité par rapport au trimestre précédent qui avait connu une très forte hausse au 3e trimestre. Cette variation est imputable au repli des ventes, surtout sur la manufacture, tous les produits manufacturés, mais aussi les produits électroniques, grand public, et quelques produits d'hygiène. A l'inverse, encore cette fois-ci, l'équipement automobile et surtout le matériel de sport, eux, sont en pleine hausse. Donc cela confirme aussi quelques tendances sur le bien-être, le soin qu'apportent les Français à leur physique et à leur besoin de santé, de bonne santé, de s'occuper de chez eux et de s'occuper de soi, qui sont des nouvelles tendances aujourd'hui qu'on le voit dans la société et dans les consommateurs. Le 3e point de cette météo commerciale, c'est l'aéroport de Toulouse-Blagnac. L'aéroport de Toulouse-Blagnac qui amorce une reprise en faveur du contexte sanitaire. Puisqu'effectivement, on peut le voir, l'évolution des conditions sanitaires a favorisé la reprise du trafic aérien. Et qui dit reprise du trafic aérien, rime aussi avec reprise en tout cas de l'économie. On le voit aujourd'hui, le 2021 est arrivé à 39% du référentiel de 2019. Donc le trafic aérien reprend de plus en plus, et on voit que c'est le vol essentiellement domestique, les vols intérieurs, qui aujourd'hui génèrent plus de 63% du trafic, notamment avec la fameuse ligne et la fameuse navette Toulouse-Orly. La deuxième ligne la plus importante et fréquentée, c'est la ligne Toulouse-Lyon, avec près de 40% du trafic aérien, ce qui nous permet de dire que les deux pôles d'activité, effectivement, il y a un vrai triptyque entre Toulouse, Lyon et Paris. Les compagnies effectivement qui en profitent sont bien sûr Air France, avec près de 57% du trafic domestique, et EasyJet, la première compagnie low cost, qui est beaucoup tourné sur l'interne, comme on le voit avec ce gros pourcentage de trafic domestique, et d'autres compagnies low cost qui sont tournées plus sur l'externe souffrent encore également de ce trafic. Le fret aussi et la poste est moins touché, bien évidemment, que le trafic passager en raison des nouveaux modes de consommation, mais la reprise de l'activité aussi a repris, elle s'élève à 70% de l'année 2019, avec plus de 47 530 tonnes de traités de fret express et constructeurs. Donc on le voit, l'aéroport de Toulouse-Blagnac reprend un petit peu du poil de la bête, son bilan est de mieux en mieux, et on se projette effectivement sur une sortie de crise. Alors il va encore falloir 2 ou 3 ans, mais l'aéroport de Toulouse-Blagnac se redynamise, et notamment aussi dans une partie sociale et RSE pour diminuer son empreinte carbone et respecter de plus en plus, ce qui est un vrai enjeu de tous les aéroports aujourd'hui. Pour ce deuxième chapitre de notre émission, c'est le dossier du mois, et nous avons eu l'honneur d'accueillir lors d'une soirée absolument mémorable et grandiose des DCF Toulouse, Emmanuelle Léon, professeure de management et directrice scientifique de la chaire Reinventing Work à l'ESCP Business School à Paris, qui va prendre quelques minutes avec nous pour répondre à plusieurs questions. Interview. Emmanuelle Léon, bonjour. Vous êtes professeur de management et directrice scientifique de la chaire Reinventing Work à l'ESCP Business School à Paris. Merci d'être avec nous à Toulouse aujourd'hui. Vous êtes intervenu à la grande soirée DCF à Diagora le mardi 22 mars dernier autour du retour au travail et du sens au travail. Suite à votre intervention, nous avons souhaité prendre un peu de temps avec vous pour vous permettre, et pour permettre aussi aux gens qui n'ont pas pu venir, de pouvoir un peu vous écouter et écouter votre position et vos avis sur ce sujet. Alors, le Covid a changé beaucoup de choses. C'est à se demander s'il n'y a pas un dieu du digital qui aurait créé le Covid pour accélérer ce changement. Et nous avons souhaité vous poser quelques questions pour éclairer les dirigeants sur ce qui a pu ou sur ce qui va un petit peu transformer cette période.
Alors première question, les commerciaux c'est une population non sédentaire, on le sait, c'est toujours sur la route, toujours en vadrouille à droite à gauche chez les clients, pour qui le digital est un vrai accélérateur, mais ça peut être aussi un outil de surveillance, effectivement plus précis pour surveiller un peu leur activité, car on sait où ils sont, on sait comment ils se déplacent, on sait tout ce qu'ils font à distance, ils doivent reporter sur leurs outils CRM, et la vente à face se fait un peu plus rare, avec tous nos Teams et notre visio et tout ce distanciel que nous avons aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pensez que le digital, le Covid, a changé le métier du commerce et du commercial et donc le sens même de ce métier? C'est une excellente question et je pense que ce n'est pas le seul métier qui se la pose d'ailleurs. Vous avez raison de souligner que les commerciaux, finalement, c'était quand même déjà une population nomade. Moi, dans toutes les recherches que j'ai pu mener, les commerciaux ont toujours des résultats largement supérieurs aux autres populations quand on regarde de plus près ce qui se passe en matière de management à distance, par exemple. Parce que, quelque part, quand on choisit le métier de commercial, on est déjà peu ou prou prêt à aborder ce métier avec une logique de mobilité. Le digital et le Covid, à mon avis, il ne faut quand même pas les mélanger trop. C'est-à-dire qu'on a deux choses. On a effectivement le digital qui a permis déjà de continuer à travailler et d'être productif pendant les confinements. Donc ça, c'était assez extraordinaire de ce point de vue-là. Pour autant, effectivement, avec le Covid, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus de personnes, et pas que les commerciaux, se sont retrouvés effectivement à travailler à distance. Moi, ce que j'ai constaté dans plusieurs terrains, c'est que c'est plutôt ces populations-là sur lesquelles brusquement on s'est dit « Oh là là, ils travaillent à distance, il va falloir suivre de très très près leur activité ». Et l'hypothèse que je fais par rapport à votre remarque, c'est de dire une fois qu'on a lancé ça sur différentes populations, pourquoi pas aussi les commerciaux. Il faut savoir quand même qu'aux États-Unis, un des marchés qui s'est le plus développé au cours des dernières années, c'est clairement le marché de la cybersurveillance, si on veut. C'est-à-dire une surveillance, mais du télétravailleur. Dans le sens où c'est une surveillance, par exemple, vous êtes sur votre ordinateur et vous avez alors parce qu'aux États-Unis c'est permis, en France ce ne serait pas légal, mais aux États-Unis vous avez une photo de vous devant votre écran, vous avez aussi une photo de ce qui se passe sur votre écran. Et on est capable de dire si vous étiez déconnecté, combien de temps, etc. etc. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Marissa Mayer, au début des années 2000, avait interrompu le télétravail chez Yahoo. Il ne faut pas l'oublier, donc on a la mémoire un petit peu courte par rapport à tout ça. Donc je dirais par rapport à ça, je ne suis pas convaincue que ce soit le Covid qui change le métier du commerce. Je pense que le Covid a eu un impact sur tous les métiers. Je pense que les commerciaux étaient davantage préparés que d'autres pour travailler en mobilité. En revanche, c'est sûr que par rapport au fait d'être en mobilité, de rencontrer des clients, ils se sont retrouvés, comme tout le monde, à faire davantage de Teams et on pourra revenir sur les limites de ce type de fonctionnement. Et puis, globalement, je crois que la surveillance, elle s'applique aujourd'hui de manière assez massive dans bien d'autres activités. Alors la nouvelle génération professionnelle aujourd'hui est très très digitalisée, donc vous en parliez, tout le monde aujourd'hui est sur Teams, mais elle est aussi beaucoup moins fidèle à son entreprise, de moins en moins, on le sait. Alors quel sens aujourd'hui donne-t-elle au travail? Le travail pour elle, ou l'implication au travail va-t-elle disparaître avec eux, voire l'attachement à l'entreprise? On le voit qu'il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui cherchent tous du sens au travail, il y a aussi une explosion des gens qui sont plutôt en freelance, qui ne sont pas rattachés et qui ne restent pas 25 ans ou 35 ans dans la même boîte. Quelle est un peu cette tendance de cette nouvelle génération? Alors, est-ce que c'est une tendance d'une nouvelle génération? Je ne sais pas. Quand on regarde les chiffres, par exemple, aux États-Unis, on se rend compte qu'on a beaucoup de différentes populations qui ont décidé de quitter leur entreprise. Ce qui me paraît relativement important, c'est de distinguer deux choses. Par moment, on mélange l'attachement au travail et l'attachement à l'entreprise. Comme vous le disiez, effectivement, on a de plus en plus de personnes qui vont se lancer en freelance, qui vont avoir d'autres formes d'emploi, qui vont se mettre sur des plateformes. Alors les plateformes, à nouveau, on va avoir les personnes de très haut niveau qui finalement vont pouvoir décider quelque part de leur prix sur le marché. Et tout en bas, vous avez aussi les personnes qui vous livrent et qui globalement sont quand même gérées par un algorithme. Donc il ne faut pas imaginer que les travailleurs de plateforme, c'est homogène. Pour autant, ce qui est quand même très intéressant, c'est que tout ça, c'est du travail. Donc l'attachement au travail, il est là. En revanche, ce qui a pris un coup, mais c'était déjà un peu le cas avant, c'est l'attachement à l'entreprise. Il y a quelques années, quand on parlait d'engagement, d'attachement à l'entreprise, c'était has-been. Il fallait parler uniquement de gestion des talents, de digital, etc. Aujourd'hui, ça revient au devant de la scène. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, il y a un problème. Alors, ce problème, souvent on nous dit oui, mais c'est parce qu'en fait, les jeunes, ils veulent être payés plus. Quand on regarde, alors on n'a pas d'études en France spécifiquement, on en a plus aux États-Unis, mais aux États-Unis, en fait, la question de la rémunération arrivait à peu près en 16e place. Donc s'imaginer que parce qu'on augmente les salaires en permanence, on va faire rester les gens,
c'est une illusion. Ce qui est très clairement apparu en revanche, et ça, de ce point de vue-là, le Covid a vraiment fait émerger les choses, c'est le fait qu'une culture toxique dans l'organisation allait faire fuir les salariés et n'allait pas attirer les jeunes. Donc ça me paraît extrêmement important. Donc c'est plus le lien à l'entreprise que le lien au travail déjà. Et puis, cette jeune génération, alors, vous dites ils sont à l'aise avec le digital. Je ne sais pas. Enfin, oui et non. C'est-à-dire qu'ils sont à l'aise sur les réseaux sociaux, ils imaginent des choses parce qu'eux ne se disent pas on ne peut pas faire ça, ils disent tout de suite on y arrive, donc ils vont faire des présentations géniales, ils sont connectés, tout ce que vous voulez. Pour autant, est-ce qu'ils savent gérer une réunion sur Teams ? Est-ce qu'ils savent activer leur réseau LinkedIn de manière intelligente ? Est-ce qu'ils savent tweeter de manière cohérente, pertinente, etc. C'est deux choses très différentes. Ça me fait penser un petit peu à la différence entre vous passez un coup de téléphone avec des amis, et c'est pas pour autant que demain vous serez en capacité de faire des affaires par téléphone. C'est le même outil, mais son utilisation est sensiblement différente. Toutes les études qu'on a pu réaliser sur cette histoire de génération X, Y, Z, etc., arrive à un constat qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais qui est qu'il n'y a pas tant de différence que ça. Moi, par exemple, je suis génération X. Quand les gens me disent la génération X, elle s'en fichait complètement de tout ce qu'elle voulait, c'était un job et elle se fichait du sens au travail, c'est pas vrai. Sauf que nous, on a commencé à bosser, on était juste contents de trouver un job. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être parfois moins l'aspect générationnel qu'il faut regarder que le rapport de force sur le marché du travail. Parce que dans la génération actuelle, je peux vous en montrer qui seraient prêts à tout pour n'importe quel type de poste et qui ont du mal à l'obtenir. De la même manière qu'effectivement, on a les étoiles, entre guillemets, les talents, enfin on les appelle comme on veut, que tout le monde s'arrache. Mais c'est pas seulement une question d'âge. Effectivement, il faut aussi composer avec cette génération ou toutes les générations aujourd'hui au travail. Vous disiez génération X, je suis aussi à peu près dans une période où il y a des gens plus jeunes que moi et des gens plus vieux que moi au travail. Mais justement, il y a ce travail de management, dans ce contexte aussi de télétravail, de travail à distance, de multigénérationnel dans les entreprises. Quelles sont un peu les postures managériales aujourd'hui qu'il faut adapter ou qu'il peut avoir, ou quelles sont peut-être des nouvelles postures managériales qu'on pourrait avoir dans ce contexte justement de distanciel, de Teams et de digitalisation? Alors, je pense que les fondamentaux du management n'ont pas évolué tant que ça. L'être humain reste un être humain, les équipes restent des équipes, les questions de motivation, de leadership, d'engagement restent sensiblement les mêmes que celles qu'on étudie en présentiel. En revanche, les modalités de l'exercice managérial ont clairement été transformées. Alors, moi, je dirais qu'il y a 3 éléments quand même sensiblement nouveaux sur lesquels il faut attirer l'attention des managers. Le premier, alors ça va vite de dire, mais c'est la question de la charge de travail. C'est-à-dire que quand on est dans une logique de distanciel, d'hybride, on se rend moins bien compte, très clairement, de la charge de travail qu'ont nos collaborateurs. Et quand on est dans des équipes dispersées, virtuelles, dans tous les coins du monde, on a parfois tendance à même oublier qu'ils ont souvent beaucoup de pression en local et n'ont pas forcément le temps de travailler en fonctionnel, etc. Donc ça, c'est un premier point, la charge de travail. Charge de travail qui, en plus, s'accompagne aujourd'hui d'un sentiment de je me connecte plus tôt parce que j'ai gagné du temps de transport, je reste connecté plus tard parce que je me sens coupable si je ne réponds pas aux mails de mon manager tard, etc. Donc clairement, on a aujourd'hui une distinction intéressante, j'écoutais un webinaire ce matin, une distinction intéressante entre le fait que d'un côté, tout le monde veut continuer du télétravail, et en même temps, on a de plus en plus de risques psychosociaux associés au télétravail. Et la personne qui en parlait, elle utilisait une métaphore que j'ai trouvée assez pertinente, il disait, finalement, on peut être satisfait sans que ce soit bon pour nous. Il prenait l'exemple de la cigarette, il disait par exemple, je peux aimer fumer et je sais très bien que c'est mauvais pour ma santé. Et donc, par rapport au travail à distance, il faut se poser toutes ces questions-là. Donc là, la première chose, charge de travail, éviter les burn-out, éviter le stress, éviter les risques psychosociaux, parce que le télétravail, c'est juste une nouvelle forme d'organisation de travail, mais c'est pas ça qui va rendre le travail vertueux en tant que tel. Le deuxième point important, ça va être tout ce qui est évidemment conciliation vie privée, vie professionnelle. Donc vous avez des gens qui disent qu'il faut tout intégrer, il n'y a plus de raison de séparer, d'autres personnes qui sont très mal à l'aise avec ça. Et ça, on n'est pas égaux là-dessus et ça n'a rien à voir avec nos niveaux hiérarchiques. Donc là, il va falloir aussi, quelque part, imaginer une certaine exemplarité des managers, se mettre d'accord autour de la table avec l'équipe sur qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on ne veut pas faire. Et ça me paraît très important. Le troisième enjeu pour les managers, c'est la question de l'isolement professionnel. Alors pourquoi c'est un enjeu ? En télétravail, on a toujours vu ça. Ça fait 20 ou 30 ans que les recherches s'apitoient, réfléchissent sur comment éviter l'isolement du télétravailleur. Soit, sauf que demain, on pourrait aussi avoir des gens qui vont au bureau et qui se sentent isolés.
Moi, je travaille avec des entreprises, avec des grands plateaux, et ben, le jour où je viens, si c'est pas structuré, si c'est pas géré, c'est un peu ce dont on parlait pendant la conférence la semaine dernière, si c'est pas structuré, si c'est pas géré, et ben, je peux me sentir très isolée au bureau. Et alors, l'isolement professionnel, il a plusieurs conséquences. La première, c'est que s'il est lié avec beaucoup de télétravail, il va en général générer une baisse de la performance. Le deuxième problème, c'est qu'il baisse la performance, mais il baisse aussi l'intention de turnover. C'est-à-dire que les gens ne vont pas quitter l'entreprise. Donc, ils ne sont pas performants et en plus, ils veulent rester. Alors, ils veulent rester soit parce qu'ils ont perdu confiance en eux, option 1, soit parce qu'en fait, ils ont trouvé d'autres endroits où ils pouvaient investir, option 2. Alors, du coup, vous voyez, l'isolement professionnel, ça rejoint un peu votre première question, qui est la question du sens au travail. Le sens que je trouve à mon travail, c'est pas juste l'activité en tant que telle, c'est aussi l'écosystème dans lequel j'exerce mon activité qui lui donne un sens. Et là, très clairement, les managers ont un rôle clé à jouer. Un rôle clé, mais pas que. Moi, ce que je vois arriver pour les entreprises qui s'en sortent bien, c'est vraiment une logique de co-responsabilité. Le manager, aujourd'hui, on lui en demande beaucoup. On lui en a toujours demandé beaucoup. Il va falloir commencer à se dire que les employés aussi ont une logique de responsabilité. Ça ne peut pas être que le manager. C'est à eux d'informer qu'il y a un problème. C'est à eux de remonter des incidents terrain. C'est à eux de dire non, mais ce mode de communication ne me convient pas, etc. Donc, il y a une co-responsabilité manager et employé. Et puis, il y a une autre responsabilité, celle de l'entreprise, de son organisation et de ses process RH. Je ne peux pas imaginer manager de la même manière si j'ai 20 personnes de par le monde et 10 à proximité, ou si j'ai une petite équipe de 4-5 personnes, ça va être complètement différent. Et combien de temps l'équipe est ensemble, et quel taux de turnover dans l'équipe, et quelle fréquence dans les réorganisations, etc. Parce que vous comprenez, quand on parle de confiance et de management à distance, c'est très bien, mais je n'ai confiance que dans des gens que je connais, et si on les change tous les 6 mois, ça va être un peu compliqué. Alors, dernière question, par rapport justement plutôt au bureau physique, à l'espace de travail qui existe aujourd'hui, va-t-il disparaître? Justement, on parlait toujours de distanciel, de télétravail. Est-ce qu'on est voués tous à travailler en coworking, dans des bureaux ou plus dans des bureaux d'entreprise? Je sais que récemment, sur Toulouse, il y a une entreprise, par exemple, une entreprise de services de communication qui a fait le choix de ne pas internaliser ses expertises. Donc, il y a 4-5 personnes en full-time job chez eux. Et ensuite, toutes les expertises, ils s'entourent d'experts en fait, et de partenaires locaux. Donc, il y a à peu près 25 métiers différents pour répondre à des problématiques différentes. C'est-à-dire qu'ils ont un peu changé leur modèle, ils n'internalisent plus tout le monde en CDI, en CDD, mais ils ont 3-4 commerciaux, on va dire, pour faire tourner l'entreprise, et ensuite ils vont externaliser toutes les expertises pour pouvoir mieux répondre aux clients, et toutes ces expertises, elles travaillent à droite, à gauche, en freelance ou en coworking. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être un futur modèle, un nouveau modèle? Est-ce que c'est à la marge? Alors, je pense que vous avez raison d'évoquer ce cas. Il y a pas mal d'entreprises qui se sont lancées un peu là-dedans. Alors, il y a différentes choses. Il y a des entreprises qui disent nous, on garde nos salariés, mais on garde plus nos bureaux. Là, c'est un modèle qui va encore au-delà parce qu'ils disent finalement, on n'a plus vraiment besoin de salariés. On va travailler avec des freelances, on va travailler sur des contrats parfois de 2-3 mois, parfois de 2-3 ans. Mais on est dans un registre où c'est pas seulement la relation c'est la relation à l'espace, mais aussi la relation à l'entreprise qui se sont distendues. Je ne suis pas dans les locaux de l'entreprise et en plus, je ne suis pas salarié de cette entreprise. Est-ce que c'est le modèle de demain? Écoutez, honnêtement, je vois bien ça dans certains métiers. Je vois bien comment ça peut fonctionner dans certains métiers. Ce que je trouve assez intéressant, c'est de voir dans les startups que moi j'ai pu accompagner dans différents programmes, c'est de voir à quel moment, justement, ils sortent d'un incubateur et la première chose qu'ils veulent, c'est d'avoir des espaces à eux. Donc je ne suis pas absolument convaincue qu'on va aller vers tous en coworking et autres. Le coworking est une alternative extrêmement intéressante au télétravail à domicile, par contre. Mais je ne suis pas convaincue que ce sera le modèle majoritaire. D'autant qu'il se passe quand même des choses à proximité qui ne se passent pas dans un contexte de distance. Donc dans la conférence de la semaine dernière, en fait, ce qu'on essayait de regarder, c'est finalement qu'est-ce qui, dans le travail, permet facilement ou pas de travailler dans un contexte où finalement on n'est pas dans le même lieu. Alors c'est sûr que plus le travail est individuel, plus c'est facile, mais c'est un peu rapide de dire que ça. Donc il va falloir aller un petit peu plus loin, donc il faut que le travail soit individuel, il faut aussi qu'il puisse se faire en asynchrone. Si on a besoin de travailler dans le même temps, parfois c'est quand même mieux d'être dans le même lieu, les réunions sur Teams en attestent assez largement. Est-ce que c'est un travail de routine ou un travail d'innovation? Parce que la routine, on peut la faire à distance, l'innovation, elle se crée quand même par de l'impro. Alors, on va me dire, il y a plein d'outils, mais aujourd'hui, pour l'instant, on n'est pas encore dans le métavers et on n'est pas encore là. Est-ce que c'est plutôt de l'informel ou du formel? Est-ce que c'est des sujets sensibles ou business as usual? Toutes ces dimensions-là, elles méritent d'être pensées. Et une fois que j'ai pensé le travail de l'entreprise, je regarde ce qui peut être possible en matière d'hybride. Donc, c'est dans ce sens-là que ça peut aller.
Et de ce point de vue-là, toutes les organisations n'ont pas vocation à devenir des organisations virtuelles. Merci beaucoup Emmanuel Léon pour votre temps et votre disponibilité. C'est un échange très riche. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Et voici notre troisième et dernière partie, l'actualité des DCF Toulouse. Si vous voulez nous suivre, vous avez également ici tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, pour pouvoir vous engager, interagir, liker ou partager ou voir notre actualité. Alors nous avons plusieurs actualités passées et à venir, des actualités aussi récurrentes, car chez les DCF Toulouse, nous avons des agendas aussi bien chargés, mais qui vous permettent de nous rencontrer régulièrement, avec des moments bien précis qui sont dans nos agendas, notamment avec les tables d'hôtes qui se déroulent tous les premiers vendredis du mois. Donc chaque vendredi du mois, au Novotel Compense, tous les membres des DCF Toulouse se réunissent pour déjeuner au cours d'un moment convivial. C'est aussi régulièrement l'occasion d'avoir des invités qui viennent nous parler de certains projets. Si vous voulez nous rencontrer, il faut être invité par un des membres des DCF Toulouse, mais n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail et les différents réseaux sociaux que vous avez pour venir nous présenter vos projets ou découvrir les DCF et discuter avec nous. Nous avons eu aussi un énorme événement qui est passé avec énormément de personnes et une invitée de marque comme nous l'avons eu dans l'interview tout à l'heure, Emmanuel Léon. C'était la grande soirée des DCF sur laquelle vous allez pouvoir voir un petit résumé en vidéo. Nous allons vous parler maintenant des événements à venir des DCF. Comme je vous le disais, tous les premiers vendredis du mois, vous avez la table d'hôte des DCF qui se déroule à Novotel Compense Caffarelli à partir de midi ce 1er avril. Pour la soirée des DCF, nous allons avoir la chance d'aller déjeuner dans un super bon resto à Toulouse qui s'appelle Les Pieds sous la table, et son gérant Fabien Jean-Jean nous parlera de la RSE de son entreprise et de tout ce qu'il y a autour de toutes ces actions autour de ce point RSE qui est de plus en plus important auprès de toutes les entreprises et notamment aussi dans la restauration. Dernier point également, le 12 avril à Perpignan se déroulera la finale des DCF Challenge, la finale régionale des DCF Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est les DCF Challenge? Ça vise à permettre à des étudiants de formation commerciale de travailler sur des problématiques réelles et concrètes et aussi actuelles à pitcher devant tout un jury, et puis il y a tout un classement avec une finale et des gagnants. Ça se déroulera donc le 12 avril à Perpignan. Merci à tous d'avoir été attentifs et de nous avoir suivis durant toute cette émission. Nous vous retrouvons très prochainement avec toujours nos 3 capsules, la météo commerciale, les interviews et l'actualité des DCF. N'hésitez pas d'ici là à vous abonner, à rester en contact avec les DCF Toulouse pour vous apporter tous les conseils sur la fonction commerciale. Bonne journée à vous, à bientôt.